Si je vous dis chantier aujourd'hui, vous pensez sans doute à l'éléphant que l'on voit derrière moi, mais avant, sachez qu'il y avait un mastodonte de la construction navale ici même. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, mardi 10 octobre, les fonctionnaires sont dans la rue à Nantes et à Saint-Nazaire pour protester contre les réformes promises par Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, pourtant, c'est d'une autre histoire sociale dont on va vous parler, l'histoire sociale de la navale nantaise, à l'occasion d'une exposition Vivre, travailler, militer, proposée par la Maison des Hommes et des Techniques devant laquelle nous nous trouvons. On vous fait la visite, c'est parti. Avec Marie-Louise Gurjeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Maison des Hommes et des Techniques où a lieu l'exposition Vivre, militer, travailler 1881-1987, une rétrospective sur les gars de la navale, la culture de la navale. Première question, quelle est la raison d'être de cette expo en ce moment même ? Vous avez dit 1987, donc ça fait 30 ans que les chantiers ont fermé. L'exposition, elle porte sur la période industrielle des chantiers navals de Nantes. Donc 30 ans, ça fait long, mais les gars de la navale sont toujours là. Et donc, on a cette exposition à côté qui s'appelle Bâtisseurs de navires, qui est une exposition permanente. Oui. Et on s'est dit que pour cet anniversaire, c'était important d'aborder l'histoire sociale de la navale. Parce que dans l'exposition permanente, nous avons des aspects plus techniques. Ça raconte l'histoire de la construction d'un navire, ça parle de métier, ça parle de technique, ça parle un peu de social aussi, mais il n'y a pas assez de place pour l'étendre vraiment. Donc, on s'est dit, il faut que cette année, on parle de ces questions-là, de la vie au chantier. La vie au chantier, c'est le travail au chantier, mais pas uniquement. C'est aussi une vie au chantier en dehors du travail. Et c'est aussi une vie en dehors des chantiers tout court, mais par les anciens de la navale. Et c'est une exposition qui est centrée sur l'humain, les hommes, les femmes de la navale, qui est ponctuée de témoignages aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas une exposition chronologique, parce qu'on aurait pu dresser l'histoire chronologique de la même sociale, de la navale, pendant ces 100 ans, mais on a voulu axer vraiment sur l'humain. Donc c'est une histoire thématique qui passe par différents thèmes qui sont abordés dans l'exposition. C'est une exposition qui parle surtout des hommes et des femmes aussi, parce qu'on oublie parfois qu'il y a eu des femmes qui ont travaillé au chantier. Donc il y a des portraits de travailleurs, mais aussi de personnalités qui étaient des travailleurs aussi, mais qui étaient des personnalités un peu plus connues, des militants. Il y a 9 portraits. Et puis, il y a aussi beaucoup de citations. La parole ouvrière, elle a une grande place aussi dans l'exposition. Vous allez être notre guide justement pour cette exposition. On va aller faire quelques haltes. On vous suit. Alors l'exposition démarre avec cette fameuse phrase travailleurs, travailleuses là, de la navale. Et la question que vous êtes posée au départ, c'est qui sont-ils, ces travailleurs ? Voilà, donc parce qu'on on parle souvent des gars de la navale et on en sait assez peu. Hein. Il y en a certains qu'on connaît personnellement qui viennent toujours, mais on voulait savoir qui ils étaient vraiment. Donc quoi de mieux que de commencer par la naissance, de se dire ils sont nés, d'où ils viennent. Voilà, évidemment, ils ne viennent pas du même endroit à différentes périodes de la durée des chantiers. Mais on a constaté qu'en tout cas, au début du siècle et jusqu'à peut-être la Première Guerre mondiale, ils venaient beaucoup d'ailleurs. Ils étaient nés très peu à Nantes et beaucoup sont venus de Bretagne. Et ils sont venus de Bretagne et surtout pour les chantiers du Bijan qui se trouvaient de l'autre côté de la Loire, dans le Bas-Chantenay. Donc ils se sont massivement installés à Chantenay. Et voilà, nous avons une photo de Bretons qui habitaient dans le Bas-Chantenay, dans leurs costumes. Ils ont les coiffes. Oui, voilà. Avec les coiffes bretonnes, donc on ne peut pas se tromper. Alors que plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on fait la sociologie des travailleurs des chantiers, qu'on a pu faire grâce à des fiches de personnel que nous avons, on voit que de plus en plus, ils naissent à Nantes. Donc il y a là une stabilisation de la main-d'œuvre quand même autour des chantiers qui devient très forte dans cette période-là. Ça devient des Nantais, les gars ça de la devient navale, des Nantais. Après Voilà. la Seconde Guerre. Oui. Dans tous les chantiers du Bijon, comme oui, ACB, dans ACF, tous les chantiers, oui, ouais. tout à fait, oui. Alors, il y a des gars, mais il y a aussi des femmes.
Il y a un des panneau consacré aux femmes, bien sûr. On l'oublie souvent parce que dans les gars de la navale, il y a les filles de la navale, Ouais. si on veut. Et donc, il y a effectivement toujours eu des femmes qui ont travaillé au chantier. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes métiers au début du siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On connaît bien le cas des femmes qui ont travaillé dans les chantiers ou dans les différentes industries pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant que les hommes étaient au front. Voilà, tout à fait. Elles étaient occupées à la fabrication des obus. Mais il y a toujours eu des femmes qui ont travaillé dans des ateliers à différents métiers, des métiers plutôt masculins, entre guillemets. Donc il y avait des ajusteuses, par exemple, il y avait des tourneuses, des décolleteuses, etc. Raboteuses, pontonnières. Voilà. Et pas que des métiers, disons, de bureau, quoi. Non, tout à fait. Elles restaient pas très longtemps non plus. Elles restaient pendant 1 ou 2 ans et après, quand elles se mariaient ou quand elles avaient des enfants, elles partaient. Après la guerre, évidemment, à partir des années 50-60, ça change. Les femmes commencent à travailler de façon plus régulière, plus massive. Et là, elles restent dans les chantiers plus durablement et elles travaillent beaucoup plus dans les bureaux, dans des métiers dits féminins. Alors à présent, on est dans la partie de l'expo consacrée à ce qu'on fait sur le lieu de travail, mais qui n'est pas du travail, à commencer par manger. Et ça a été un gros progrès pour les chantiers. C'est l'arrivée d'un restaurant d'entreprise. Oui, voilà. Donc c'était quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Déjà, je pense qu'il n'existait que dans les très grandes entreprises. Et jusqu'en 1969, les ouvriers, ils amenaient leur pique-nique, leur casse-croûte au travail la plupart du temps. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'infrastructure dans le chantier même pour s'alimenter. Et donc, c'est en 1969, c'est à la dernière fusion, après la dernière fusion, parce qu'il y en a eu plusieurs, quand le chantier du Bijon a traversé la Loire et s'est installé sur la Prairie au Duc, c'est là qu'à l'initiative du comité d'entreprise a été installé un restaurant d'entreprise. Donc, c'était un grand progrès quand même en termes de confort pour se nourrir, pour les travailleurs. Oui, c'était accompagné d'ailleurs d'une cafétéria, d'un lieu de détente. Il y avait une bibliothèque du CA. Donc, c'était des infrastructures vraiment assez exceptionnelles et qui amélioraient le confort de l'ouvrier au travail quand il n'était pas au travail. Alors, dans l'exposition, il y a vivre, travailler et militer. C'est évidemment une partie importante aussi de la vie des ouvriers. On connaît bien la grève de 55 des chantiers navals et la grève qui a lieu aussi au moment de la fermeture en 83. Mais il y en a une qu'on connaît moins, devant laquelle on se trouve, c'est la grève des pendules en 1977. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En 1977, il y a un contexte économique assez difficile déjà. Il y a la concurrence étrangère. Et c'est une grève qui va se déclencher sur un incident parce que justement, sur une décision un peu de détail de la direction, elle constate qu'il y a ces problèmes économiques, les difficultés économiques, la concurrence étrangère. Et elle dit, on est obligé d'augmenter la productivité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va gagner du temps en déplaçant les pointeuses de l'entrée du chantier vers les ateliers. Donc, l'ouvrier qui travaillait dans un atelier, qui avait 10 minutes à faire pour sortir du chantier, qui devait se changer après avoir quitté, par exemple, le travail à bord, il se retrouve en quelque sorte... on lui enlève 10-15 minutes de son temps de travail qui, du coup, n'est plus payé. Et ça a été vraiment ressenti par les ouvriers comme une atteinte à leur dignité parce qu'ils se disaient, nous qui travaillons, qui faisons un boulot sale, qui sommes obligés de nous nettoyer avant de manger, on va se retrouver à être spoliés, on va nous spolier de ce temps de travail et donc de l'argent, parce que ça va ensemble, alors que les gens dans les bureaux
ils mettent leur veste, ils quittent le bureau et ils vont manger très très rapidement. Et donc ça a déclenché une grève qui a duré 2 mois. Oui, c'était une grève très dure, très très longue et qui s'est terminée sans aucun résultat, qui a mis aussi mis à rude épreuve l'unité syndicale et qui s'est terminée 2 mois après sans aucun résultat. Par contre, ce qui est intéressant, ça a déclenché quand même une vague de solidarité parce qu'il y a eu des envois d'argent d'autres entreprises un peu partout dans la région nantaise, bien sûr, mais aussi ailleurs en France et c'était assez impressionnant de ce côté-là. Une solidarité aussi d'autres On corporations. voit une image, par exemple, des paysans qui viennent vendre à bas prix leurs produits pour soutenir les gars de la navale. Alors on l'a dit dans l'exposition, il y a des panneaux, des pancartes, des archives, mais aussi des portraits de gens. Et là, notamment, on va s'arrêter sur le portrait du médecin du travail, qui est une figure importante. Frédéric Gontier, il a beaucoup compté. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Il a été beaucoup reconnu, je pense, par les salariés des chantiers. Il a travaillé au chantier comme médecin du travail de 1953 à 1982. Donc ça fait 30 ans, ça fait un temps très long. Et ça permet de rappeler aussi que dans l'exposition, on parle aussi de conditions de travail, de maladies professionnelles, de risques d'accident. Et c'est vrai que ce médecin du travail, il était confronté à ça très directement. Et c'est quelqu'un qui a eu, je pense, une conception très moderne de la médecine du travail. Il a beaucoup réfléchi sur la prévention. Il s'est beaucoup déplacé dans les ateliers. Il a beaucoup travaillé avec les syndicats, avec le comité d'entreprise. C'est quelqu'un, il ne faut pas oublier, il a vraiment travaillé énormément au niveau national aussi pour l'interdiction de l'amiante. Donc c'est une personnalité très très forte qui a marqué le chantier durablement et c'est un des 9 portraits qui sont présentés dans l'exposition qui parlent de travailleurs très ordinaires, entre guillemets, qui n'étaient pas des militants, mais qui parlent aussi de certains militants et qui montrent un panel des travailleurs de la navale. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Louise, pour cette visite. Et puis, à votre tour, vous venez maintenant pour découvrir le reste de l'expo. Si vous voulez venir voir l'ensemble de l'exposition Vivre, travailler et militer à la Maison des Hommes et des Techniques, sachez qu'elle est visible jusqu'au 21 octobre 2018. Vous avez le temps, l'entrée est libre, n'hésitez pas à venir en profiter. Plus d'infos sur les horaires et les ouvertures, c'est sur la page Facebook de la MHT. Excellente journée sur Télé Nantes et à très bientôt.